Et le laboratoire Jean de l'IFAN pour conduire ce programme au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en RDC. Nous nous sommes adressés dans notre démarche, nous faisons de la recherche-action, parce que tout va se terminer par des publications. Déjà, il y en a 2 qui sont en cours. Nous avons commencé d'abord par identifier qui étaient les acteurs éligibles. Et nous avons commencé par prendre les partis politiques qui étaient représentés à l'Assemblée nationale, parce que sur le nombre innombrable de partis, il fallait avoir une démarche de départ, et par la suite, on en a intégré d'autres en fonction de ce qu'ils faisaient sur le terrain. Cette démarche, vous l'avez connue pour la plupart d'entre vous ici. Nous vous avons rencontrés, vous nous avez accueillis, vous avez cheminé avec nous, vous nous avez aidés. Et au cours de ces rencontres, avec chez le professeur, le président Mamoudou Lamine Diallo, nous nous sommes rendus compte qu'il était important, dans le cadre du coaching que nous faisons avec les femmes des partis politiques, d'aborder avec elles des questions qui touchent la géopolitique et les questions internationales. Mamoudou Lamine Diallo, c'était au mois de novembre qu'on avait voulu faire la première manifestation. Il y a eu les élections. Ça devait porter sur la crise du Sahel. Et aujourd'hui, avec la crise internationale, nous avons pensé important d'aborder ce sujet-là. Ça va nous sortir un peu du climat dans lequel nous sommes, pour réfléchir simplement en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que chercheur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convié avec quelques femmes du groupe, des personnes qui relèvent de la société civile, qui sont des chercheurs, des universitaires et des hommes politiques, pour pouvoir ensemble échanger un peu et nous questionner autour d'une table et le faire de manière agréable. Maintenant, cette activité a aussi une autre dimension. Nous avons demandé à Parlement, parce qu'à l'UNSAL, le directeur de l'Institut du futur africain, qui est plus en Afrique du Sud, à Paris et partout dans le monde qu'au Sénégal, même c'est là un pied-à-terre, aujourd'hui de nous introduire le débat avec Souleymane Astou Diagne de l'Université de Bambey et Chérif Salif Sy qui va être le modérateur. Nous avons vraiment eu l'honneur d'avoir ce panel extrêmement important. Mais nous voulions une réflexion sérieuse. Nous n'avons pas voulu ouvrir à un nombre important de personnes, parce que nous voulions que des échanges réels se fassent pour qu'on puisse en tirer quelque chose. Et au terme du processus, tout ce qui va sortir ici va être retravaillé et publié. Donc, je disais que les femmes arrivent en retard, mais les hommes aussi arrivent en retard dans ce pays. J'étais en train de critiquer les femmes en leur disant vous ne prendrez jamais le pouvoir, parce que voilà. Mais je crois que les hommes non plus ne méritent pas de prendre le pouvoir, parce qu'ils sont dans les mêmes travers que les femmes. Alors donc, cette soirée va se terminer par l'hommage que nous allons rendre à des hommes qui nous ont accompagnés, qui ont accepté de cheminer avec nous, de nous soutenir. Et cette deuxième partie, nous l'avons faite pour que les gens sachent que nous savons être reconnaissants à des personnes, des partis, des institutions qui ont accepté d'être avec nous pendant ce processus il y a 1 an. Le programme n'est pas terminé, il va continuer encore, il y a une deuxième phase et peut-être que ça va encore élargir d'autres horizons. Donc ce sont ces mots que je voulais simplement partager avec vous, vous dire tous mes remerciements, particulièrement à chacun et chacune d'entre vous ici. Monsieur Boubacar Camara, vous avez accepté dès le départ, quand on vous a rencontré, de faire un bureau paritaire. Et vous l'avez fait. Et ça, c'est Moustapha Niasse qui nous l'avait accordé cette faveur en 2011. Vous êtes la deuxième personne à l'avoir faite. C'est pourquoi nous sommes très, très sensibles à ce que vous faites, l'honneur que vous nous faites, d'autant plus que nous savons que vous êtes au Bénin. Vous avez pris l'avion pour venir et repartir. Ça nous va droit au cœur. Nous avons ici d'illustres personnes. Monsieur le Premier ministre, Abdoul Mbaye,
il répond à tous les courriers, même si c'est pour dire qu'il ne peut pas, il répond quand même. Et ça, c'est une marque que nous approchons et il est très ponctuel. Il fait partie des premiers qui sont venus ici. Donc, merci, Monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye, d'être ici avec nous. Il partage ce trophée avec Modou Diagne Fada et Habib Sy, parce qu'ils ont prêté le jeu en venant dans les médias pour faire le plaidoyer en faveur des femmes pour les 10%. Donc, nous vous sommes profondément reconnaissants pour cela. Nous avons les gens de la presse. Bayomar, il est le caucus, en fait. Il fait partie des artisans de cette organisation dès sa naissance en 2010. Et il est là dans l'ombre, les gens ne le savent pas, mais c'est lui qui est le conseiller de cette organisation. Il a énormément fait pour nous. Nous avons nos amis de 2S. Tout à l'heure, on parlera de El Hadj Ndiaye et de Mariem. Ce qu'ils ont accepté de faire, c'est de la générosité, parce que nous n'avons pas les moyens financiers, ni pour lui, ni pour Bayomar avec Sud, mais c'est par engagement qu'ils ont accepté de nous accompagner. Et nos deux vedettes, que sont les deux John, Astou et Babacar, qui vont être avec nous. Maintenant, les autres, j'en parlerai au fur et à mesure. Mais Jacques Bauer, les femmes vous saluent. À travers lui, nous voulons magnifier l'administration qui fait son travail et qui respecte la loi, tout simplement. Jacques Bauer, comme on l'appelle familièrement, pendant tout le processus de l'installation du bureau, a été de manière rigoureuse pour que la parité soit acceptée. Merci, messieurs, de ce que vous avez fait, de votre engagement auprès de nous. Et c'est pourquoi les femmes vous seront reconnaissantes d'avoir donné cette visibilité. Mais à travers vous, c'est toute l'administration républicaine que nous voulons aussi magnifier. Donc, je ne veux pas continuer, j'attendais juste que les tables s'installent. On va commencer la rencontre. Et je vais laisser la parole à Chérif Salif Sy. Chérif, personne ne va plus le présenter. Chérif, c'est le directeur du Forum du Tiers-Monde. Il a pris la relève de Samir Amin. Mais Chérif, on peut dire que c'est le double de Samir Amin, vu le cheminement qu'ils ont eu à faire. Mais Chérif, c'est un économiste émérite que tout le monde connaît pour son travail, mais aussi un intellectuel honnête, un intellectuel rigoureux. Nous avons eu à cheminer ensemble dans le Forum du Tiers-Monde et nous apprécions toute la qualité et l'apport qu'il peut apporter. Le monde, ce n'est pas seulement l'économie, c'est la société dans des turbulences. La crise nous interpelle sur différentes dimensions. Nous aurions dû dire les crises, ou en tout cas la crise multidimensionnelle. Crise de l'intelligentsia, crise de la prospective, crise dans la réflexion pour la formulation d'alternatives crédibles, réalistes et réalisables. C'est un point de faiblesse important, à mon avis, pour nous les Africains. Quelle réponse à un système économique aussi ravageur? Un système économique, nous le savions dès le départ, mais que faisons-nous? Le capitalisme, dès le départ, est impérialiste. Et il avait une vocation à couvrir le monde. Sa vocation, ce n'était pas seulement d'intégrer les pays occidentaux et l'Europe de l'Ouest, mais sur toute la planète. Aujourd'hui, un fait majeur, c'est que le capitalisme est le mode de production ou le système économique dominant dans toutes les économies. Je crois que c'est important de le dire. Je dis mode de production dominant parce que nous le savons, il n'existe pas un espace où n'opère qu'un mode de production unique. C'est-à-dire il y a une survivance de modes de production du passé. Mais le problème, c'est que quand il se répand dans une société, sa première mission, disons celle qu'elle se donne, c'est de s'attaquer aux valeurs et vertus auxquelles ces sociétés sont adossées. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui a perdu ses religions, qui a perdu son passé historique, sa civilisation.
Ça a commencé par l'Europe. L'Europe avait ses dieux. Ils avaient ses charlatans et ses féticheurs. Tout a disparu avec l'incorporation du mode de production ou du système économique capitaliste. C'est pour cette raison que nous passons notre temps à parler de crise de valeurs. Mais forcément, le capitalisme veut abattre nos valeurs et installer ses propres valeurs, parmi lesquelles la produire pour produire, attaquer tous nos systèmes, dominer pour dominer, cupidité, comme disait Stiglitz, et inégalité. C'est ça le système. La crise, une réflexion intéressante, c'est de nous poser. Les Occidentaux ont des problèmes de réflexion également. Ils ne se posent plus la question pourquoi les crises du capitalisme. Ce qui le faisait, c'était les géants comme Samir Amin, qui ne sont plus là et il nous manque beaucoup. Pourquoi les crises du capitalisme continuent à se répéter? Pourquoi un système qui a triomphé des systèmes économiques du passé et qui nous avait annoncé qu'il devait couvrir la planète est-il à ce niveau, c'est-à-dire dans l'incapacité de se répliquer sur le reste du monde? Ça nous interpelle. Nul dans cette salle ne peut citer, en dehors des premiers foyers, il y a 200 ans, d'industrialisation de nouveaux pays industrialisés sous le capitalisme. Je réponds à votre place, il n'y en a pas. Il y a donc, du fait du caractère multidimensionnel de cette crise et de l'enchevêtrement des diverses dimensions de cette crise, il n'y a pas une possibilité de borner de façon précise la crise. Pour quelques-uns, la dimension politique, on peut remonter à 2001 et à la guerre déclarée par Bush contre le terrorisme. Sur d'autres dimensions, il va falloir remonter un peu plus loin dans le temps et considérer que la position adoptée en 1990 à la conférence de Rio sur l'environnement a marqué véritablement le point de départ d'une reconnaissance accrue de l'importance de la crise écologique. Sur d'autres encore, sur la question de la crise de la culture, la crise des épistémologies. On peut remonter encore plus loin et penser au débat qu'il y a eu sur le nouvel ordre de l'information, la naissance du postmodernisme, l'ère du complexe, etc., théorisé par Edgar Morin. Il n'y a donc pas une borne temporelle qui soit la même pour les diverses dimensions de cette crise-là. Et dernier point, c'est que cette crise actuelle, comme celles qui l'ont précédée, elle n'est pas univoque. Elle est, par définition, je dirais par essence plutôt, ambivalente et elle est équivoque. Elle est grosse de risques, et nous pouvons apprécier ces risques, mais elle n'est certainement pas sans offrir quelques opportunités. Et de ce point de vue-là, la crise vient confirmer ce que les Chinois avaient dans leur sagesse millénaire déjà découvert, en disant que chaque crise est également une opportunité. C'est qu'ils exprimaient en se référant, en choisissant un même idéogramme qui signifiait risque et opportunité pour désigner la crise. Alors, face à une crise aussi complexe, il est clair qu'une approche systémique est ou serait la plus féconde. Et qui dit approche systémique s'intéresse pas simplement à l'analyse des variables constitutives du système, mais à l'analyse des interactions entre les variables constitutives du système, parce que ce sont précisément ces interventions qui font avancer le système, quel que soit le degré de motricité ou de dépendance du système. Une variable ne peut par elle seule entraîner un système. C'est de l'interaction que dépend la possibilité d'évolution du système et la rapidité avec laquelle le système peut évoluer. Il est évident que nous n'avons pas le temps de procéder à une telle analyse systémique, mais ce que nombre de travaux analytiques et empiriques effectués de par le monde ont montré, c'est que le principal déterminant de la crise, ce qu'on pourrait appeler le moteur de l'histoire, est l'exacerbation de la lutte pour le contrôle des ressources. Mais ressources, c'est un terme finalement assez vague, assez ambigu,
Et ressources est un terme qui évolue dans l'espace et dans le temps et d'un groupe social à un autre. Il faut donc préciser quelles sont les ressources dont on essaie de s'assurer le contrôle et dont la lutte pour le contrôle va conditionner les crises. Beaucoup se sont lancés dans de tels exercices et parmi eux, je crois qu'il faut souligner l'apport d'un Samir Amin qui a été pour nous non seulement un aîné, mais un ami et pour quelques-uns, je dirais, un mentor. Il en avait identifié 5 qui me paraissent particulièrement pertinentes en raison de leur dimension géopolitique et géostratégique. La première de ces ressources est constituée par le couple paix et guerre. S'il est un fait géopolitique par essence, c'est bien la guerre. Or, comme il n'y a pas de guerre sans armement, la course aux armements a pendant longtemps été la manifestation la plus visible de l'équilibre de la terreur, problème géopolitique essentiel s'il en est. Mon prochain peut ne pas être mon proche. Par contre, quelqu'un qui m'est éloigné peut être quelqu'un avec qui je partage une certaine identité. L'identité n'est donc plus simplement un héritage, quelque chose qui vous est transmis par vos parents, mais quelque chose qui se conquiert parce que l'identité prend en compte les représentations que l'on se fait du futur et le prix que l'on est prêt à payer pour construire un futur que l'on estime souhaitable. Il y a donc une dimension plus riche de l'identité qui me paraît très importante. Et avec cette nouvelle dimension de l'identité, il y a un rejet des assignations identitaires qui faisaient de nos sociétés des sociétés d'ordre et de caste. Lorsque Youssou N'Dour chante « Amulguer, Amulgeul », mais c'est une rupture, c'est une révolution qu'il préconise dans notre société parce que nous sommes des sociétés d'ordre et de caste. Et il se situe donc à contre-courant de ces discours. Et lorsqu'il dit « Mbeugelam », ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, il est possible de faire du désir du changement le socle de la transformation. Et si nous sommes suffisamment amoureux de nos sociétés, nous devrions être capables d'offrir à notre amour les lits somptueux d'une révolution, pour parler comme Raoul Vaneigem. Il y a donc, je pense, là un germe de changement important dont il faut prendre la mesure. Et il y a également, et là je m'adresse à vous les femmes, il y a l'émergence d'un leadership féminin qu'il faut à tout prix soutenir. Pas simplement pour des raisons morales ou des raisons de calcul économique, pas simplement parce qu'un homme sur 2 est une femme, mais parce que les modes de consommation, les modes de production des femmes répondent à des logiques différentes de celles des mâles dominants que nous sommes. Et il y a donc, si on veut changer de paradigme, si on veut faire que l'économie soit au service de la société et pas que les êtres humains soient au service de l'économie, il faut savoir écouter la rationalité ou les rationalités qui inspirent les femmes dans leurs entreprises économiques, sociales, culturelles ou politiques. Alors, quels sont les enjeux majeurs pour le Sénégal à partir de ce tableau que j'ai brossé à grands traits? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai l'impression de vous empêcher de manger avec un laïus qui n'est pas des plus appétissants. Donc je vais laisser peut-être à d'autres le soin de les... Mais je dirais qu'ils sont donc d'ordre démographique, ils sont d'ordre économique, ils sont d'ordre social, ils sont d'ordre politique, ils sont d'ordre environnemental et ils sont d'ordre technologique. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est, une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de fatalité historique à laquelle nos sociétés ne sauraient échapper, ce qu'il nous reste à faire, c'est nous organiser pour relever les défis qui nous empêchent de transformer les crises en opportunités. Et ces défis, ils sont triples à mon sens. Le premier défi est d'ordre conceptuel. Il faut développer une intelligibilité
de nos économies et de nos sociétés. Il faut les rendre intelligibles. Les rendre intelligibles, c'est comprendre quels sont les facteurs qui sont affectés par la transformation, quels sont les acteurs qui sont derrière ces facteurs et quelles sont les stratégies de ces acteurs, celles qui marchent aussi bien que celles qui ne marchent pas. Ce travail d'intelligibilité est le travail des intellectuels. Ne sombrons pas dans cette espèce d'anti-intellectualisme ambiant qui voudrait nous amener à avoir honte d'être des travailleurs de l'esprit. On ne transforme pas une société sans intelligibilité et on ne transforme pas et on n'arrive pas à l'intelligibilité sans des intellectuels. Gardons-nous pour autant de penser que les intellectuels, les travailleurs de l'esprit, sont seulement les diplômés, ou encore moins les diplômés d'un certain système éducatif. Il y a un intellectuel collectif, il y a des intellectuels collectifs, les partis, les associations, les mouvements que vous représentez ici font partie ou devraient faire partie de ces intellectuels collectifs. Si les partis ne servent qu'à conquérir le pouvoir ou à le garder, ils ont raté leur vocation, parce que leur vocation est de dégager le sens et de donner du sens au réel, sens étant compris comme signification, mais aussi comme direction. Il faut donc réorienter sans doute, ou en tout cas ajouter à la dimension conquête du pouvoir des partis, cette dimension production d'une intelligence collective qui permette de lire la réalité, surtout lorsque la réalité est complexe. Cela pose aussi évidemment la question des langues nationales, surtout lorsque nous utilisons des concepts qui sont nés dans des environnements fort différents des nôtres. Il faut sans doute que, en plus du travail de décryptage, il y ait un travail de traduction qui me semble urgent. Le deuxième défi est d'ordre méthodologique. On ne gère pas une crise de la même manière qu'on gère une incertitude. Une crise, on peut la gérer parce qu'il y a des modèles prédictifs. On peut faire des analyses de risques et savoir jusqu'où on peut aller loin dans la crise et s'organiser pour réagir éventuellement. Une incertitude ne se gère pas avec des mêmes modèles. Une incertitude se gère avec une créativité. Ce qui est requis, c'est une attitude proactive et une audace à sortir du clou. Et donc, la question de la planification du développement dans un tel contexte est posée. Autant la planification à la papa, à la soviétique, celle du Gosplan, pouvait être efficace pour gérer des crises, autant elle va s'avérer inefficace face à une incertitude parce que les acteurs sont plus nombreux, les sources et les canaux de choc sont plus nombreux. Et là, ce qu'il faut, c'est une planification de type stratégique avec un dialogue sur l'essentiel et la création d'espaces qui permettent aux uns et aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais dans le cadre d'efforts organisés de façon à déboucher sur une synergie des acteurs. Et le troisième et dernier point, le troisième et dernier défi, je dirais, il est d'ordre opérationnel. Il faut que nous nous donnions des dispositifs institutionnels qui permettent à l'État de droit de fonctionner et de devenir une réalité et pas simplement des slogans de campagne. Mais qui dit État de droit devrait aussi peut-être prolonger cela et parler de société de droit, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'État lui-même est soumis au droit. Un État de droit n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est des sociétés de droit, c'est-à-dire des sociétés qui ont les moyens de contraindre l'État à se soumettre au droit, parce que c'est uniquement dans de telles sociétés que la conception de Spinoza de la citoyenneté peut donner la pleine mesure de son potentiel. Et il est évident que dans de tels scénarios, la gouvernance est par définition une œuvre
jamais achevée. Et la taille de l'État devient une question importante. Je suis heureux qu'il y ait un préfet parmi nous ici. L'État post-colonial est parfois beaucoup trop gros pour les petites choses, mais il est souvent beaucoup trop petit pour les grandes choses. Quelle est sa taille exacte? Quel doit être son périmètre d'intervention? Où est-ce que ça s'arrête? Je crois qu'il y a toute une réflexion à mener sur l'État. La deuxième remarque conclusive, c'est que le rôle de l'éducation est capital. L'éducation est le moyen de fabriquer l'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans une société qui sacrifie son système éducatif. Et il n'y a rien de plus difficile que de se doter d'un système éducatif performant et approprié aux défis du futur, parce que nous devons apprendre à nos enfants ce que nous-mêmes n'avons pas appris pour les préparer à vivre dans une société dont nous ne savons pas encore tout. C'est Ali ibn Abi Talib qui avait eu cette réponse à quelqu'un d'impertinent qui lui posait des questions sur l'éducation. Et puis, dernier point, l'éducation dont je parle ne peut pas être simplement un temps dans la vie d'un individu, elle doit être une dimension transversale de l'existence et elle ne peut pas être le seul fait de l'école, elle doit impliquer tous les acteurs, à commencer par les acteurs que vous êtes, à commencer par les associations, partis, mouvements que vous représentez. Merci beaucoup et je m'excuse si j'ai été long. Non, c'est une crise multidimensionnelle qui interroge, comme ils l'ont souligné, tous les pans de la société humaine. Déjà, la crise nous montre comment le processus de mondialisation des économies est allé de pair avec la fragilisation des modèles économiques contemporains. Ça, c'est la première remarque. Et surtout dans les pays africains, en particulier dans les pays comme le Sénégal. De remarquer également la fréquence rapprochée des crises économiques et financières qui traduit cette fragilité du système économique mondial et qui n'est pas sans risque sur les inégalités et sur les grandes questions majeures de la planète. Et en réalité, de 2000 à aujourd'hui, en 2022, on peut répertorier 7 grandes crises majeures qui ont frappé le système économique mondial. 2000, 2003, 2008, 2012, 2015, 2019, 2022, dont les secousses ont eu des retentissements planétaires. Et ça pousse les acteurs que nous sommes à essayer de comprendre les mécanismes de couverture de nos sociétés et de faire un peu de prospective. Alors, dans le cas de la crise actuelle, il faut remarquer que nous sortons nous sommes en train de sortir de la crise de Covid-19, qui est une crise sans précédent, qui a montré comment les systèmes économiques étaient fragiles, qui a montré les limites du capitalisme occidental. Alors, et ça pose une question qui est fondamentale, qui est celle des hypothèses que nous émettons pour prédire les crises. Si on prend le cas du Sénégal avec la crise de Covid-19, comme d'ailleurs dans la plupart des États, pratiquement 0,7 à 0,9% du PIB ont été mobilisés pour la réponse économique, pour stabiliser la déflagration
causés par la Covid-19. C'est des moyens énormes dont on n'avait pas à l'origine. On est allé les chercher. La crise de la Russie et de l'Ukraine nécessite également des moyens de la part de tous les États. C'est pourquoi je vais faire une présentation en 3 parties. Je vais faire l'économie du contexte économique mondial, les impacts économiques globaux de cette crise et enfin de voir les conséquences sur l'économie du Sénégal. Sur le contexte économique mondial en 2022. Le contexte économique mondial en 2022 est caractérisé de difficile contexte de morosité économique. Pour plusieurs facteurs. Le premier, c'est la Covid-19 qui n'a pas encore dit son dernier mot avec ses conséquences économiques effroyables sur nos économies. Il y a également un deuxième facteur, c'est les tensions commerciales et technologiques entre la Chine et les États-Unis qui ont éprouvé également le système économique mondial. Troisième facteur, il y a l'incertitude entretenue par la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur l'économie mondiale. La quatrième cause, c'est les effets indésirables du Brexit, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cinquième élément, c'est la reprise inquiétante de la Covid-19 en Chine et en Asie. Ça crée de l'incertitude. Et enfin, le dernier élément, c'est une forte inflation qui secoue l'économie mondiale comme une déflagration. Chérif le rappelait tout à l'heure, le niveau de l'inflation dans les pays occidentaux ne s'est jamais opéré les 30 dernières années. On n'a jamais vu ça. Ce qui a d'ailleurs retardé pour la plupart la révision des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, qui était forcée de le faire les semaines passées, mais ça a été reporté plusieurs fois. Il faut également souligner dans cette crise la volatilité du prix du baril du pétrole avec la hausse du prix des matières premières et de l'or. D'ailleurs, un pays comme le Mali a vu ses recettes d'exportation augmenter drastiquement par rapport à la hausse des matières premières, que ce soit le coton et l'or. Et l'expansion de l'activité économique mondiale est restée très modérée, voire très faible tout au long de l'année 2021. Alors ici, on peut voir un joli tableau sur les taux de croissance des économies. On a celui du Sénégal, de l'Union européenne et du taux de croissance mondial. Et ça prouve effectivement que l'année 2023, l'économie mondiale sera en récession. On s'achemine l'année prochaine vers une récession de l'économie mondiale parce que les grands ensembles, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, seront en récession. Alors, pour quelles raisons? Les raisons sont nombreuses. Je vais juste en citer quelques-unes. Les raisons, en fait, du ralentissement de l'économie mondiale en 2023 sont liées à des problèmes économiques structurels. Le premier, c'est l'effet de l'essoufflement du rattrapage de la demande mondiale. Ça, c'est le premier effet qui sera à l'origine de la récession en 2023. Deuxième effet, c'est le retrait des mesures de soutien budgétaire et monétaire à travers le monde. Les États ont cessé de financer la riposte post-Covid-19. Il y a également les effets négatifs de la guerre russo-ukrainienne. Et enfin, il y a un quatrième effet, c'est le niveau
d'endettement inquiétant des États liés à la Covid-19. On est quasiment au bord d'une crise de la dette. Et pour cause, la Russie a fermé à 36 pays son espace aérien, qui provoque une rupture du commerce en Europe, rupture du chemin de fer entre la Russie et une partie de l'Europe, et également du transport maritime. Ce qui se répercute par une rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales et une augmentation assez insoutenable du fret au niveau mondial. Ce que je crois que nous devons constater, c'est que lorsque nous appartenons au groupe des 25 ou 30 pays les plus pauvres du monde, nous ne sommes pas fauteurs de crise, et notamment de crise mondiale. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que quand il n'y a pas crise et qu'il y a période de croissance, on ne profite pas suffisamment non plus de cette croissance mondiale. C'est la caractéristique de notre appartenance à la périphérie de la périphérie. Et dans sa première intervention, Chérif a accusé le capitalisme de beaucoup de méfaits. C'est certainement vrai. Mais le capitalisme crée quand même de la croissance. Sans doute, il y a parfois, et souvent d'ailleurs, un problème de répartition de cette croissance entre les différentes couches de la société. Il y a une croissance aussi qui se crée par exploitation d'autres pays, et en particulier ceux de la périphérie. Mais en toute objectivité, il faut quand même accepter que le capitalisme sait créer de la croissance, sait créer un mieux-être au niveau des populations, même si ce mieux-être n'est pas suffisamment englobant. Chérif l'a dit aussi, nous souffrons de ce capitalisme. Lorsqu'il nous est appliqué de l'extérieur, mais encore davantage lorsque nous-mêmes, nous l'avons adopté comme voie pour aller vers la croissance. Et essentiellement parce que nous le dévoyons. Le capitalisme peut produire du bon hors de chez nous, dans les pays développés, mais chez nous, il est totalement dévoyé et il ne produit que de la misère. Il est dévoyé par la malgouvernance et la corruption. C'est d'abord ça l'essentiel. Donc, c'est la première remarque que je voudrais faire pour alimenter et apporter une petite contribution au débat. Chérif Sy a abordé une question très importante tout à l'heure. Il n'est peut-être pas allé suffisamment au fond des choses, mais il n'est que modérateur, il n'était pas chargé de faire un exposé. Il a évoqué la question des chaînes de valeur. Vous savez, et en même temps, il a terminé, et je crois que c'était plutôt... En tout cas, oui, je crois que c'est lui également, qui a évoqué la question des souverainetés, qui sont en train de revenir à l'ordre du jour. Il est essentiel que chacun retienne que le développement économique, et quand je dis développement économique, le développement économique, il provoque aussi le progrès social, il prend en compte la préoccupation environnementale, etc., etc. Il est essentiel que l'on prenne en considération qu'il ne peut pas y avoir de développement économique hors une stratégie visant à accroître les parts de valeur ajoutée locale. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça doit nous amener à remettre en question, là je m'adresse au professeur Souleymane, à remettre en question nos enseignements de l'économie dans nos écoles. Moi, j'ai appris l'économie, je l'ai appris en France, j'ai appris l'économie également à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Mais on nous enseigne les théories économiques plutôt que l'histoire économique. Le débat de fond, à mon avis,
Comme l'a dit Grand Chérif, il faut revenir au pourquoi. Aujourd'hui, pourquoi on a tant de richesses en Afrique? C'est démontré, et qu'on n'ait pas de développement. La vraie question, comment se fait-il qu'on ait les ressources naturelles, qu'on ait le capital humain, qu'on ait tant de cerveaux en Afrique, qui se promènent comme un nuage partout dans le monde, et qu'on ne les utilise pas en Afrique? Que la technologie soit disponible partout, pour faire tout, pour transformer dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, et qu'on en soit encore à l'apprentissage traditionnel, pratiquement à l'âge de pierre. C'est le pourquoi. Pour moi, la réponse est très simple. C'est parce qu'il y a un mouton noir, parce qu'il y a des dirigeants africains qui ne travaillent pas pour l'Afrique. Le jour où on aura suffisamment de dirigeants africains, une taille critique de dirigeants africains qui travaillent pour l'Afrique, pour l'intérêt de l'Afrique, et qui ne mettent pas 142 milliards de dollars de corruption dans les banques étrangères, lorsqu'on utilisera cet argent pour le pays et pour les pays africains, ce jour-là, on discutera de quelle priorité, pour quel développement industriel, mais la question ne sera pas de savoir si on doit suivre les bailleurs de fonds pour savoir s'il faut laisser tomber l'industrie, s'il faut... Non. La question de l'Afrique aujourd'hui, c'est le combat politique des dirigeants, des élites, pour prendre le pouvoir et transformer leur continent. Merci. Je suis relativement satisfait de constater qu'on a nommé véritablement le problème. Salif a parlé du capitalisme et de l'impérialisme. Tout est là. On nous a, depuis la chute du mur de Berlin, parlé de la fin des idéologies. C'est une histoire. Aujourd'hui, je crois que ce qui se passe en Ukraine montre clairement que l'impérialisme est toujours là, avec ses ambitions et avec ses motivations. Il faut faire face. Mais là-dessus, Salif, je vais te retourner la question. Moi, j'ai écouté Paloma, j'ai écouté Souleymane. Mais à la limite, ce que vous avez dit, vous auriez pu le dire avant que la guerre en Ukraine ne survienne. Donc, je m'attendais, c'est vrai que Souleymane a fait une présentation sur la situation d'aujourd'hui, mais moi je m'attendais, et c'est là que j'attends les intellectuels africains et sénégalais en particulier. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Si les décideurs politiques vous suivent, c'est très bien, sinon c'est une dianouatina. Mais il faut le faire et le dire. Parce qu'au fond, l'opposition est là, le pouvoir est là, chacun discute. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les alternances ne correspondent pas encore à une alternative. Et c'est ça la grande question. Je vous remercie. En vous écoutant parler, vous avez analysé certes beaucoup de choses, mais on n'entend pas quelques solutions par rapport à l'Afrique. Il est vrai que quand même, Mamadou Diop de quoi il a dit, il y a cette volonté politique qui nous manque. On connaît quand même ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. On connaît ce qui se passe au Sénégal et en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a une volonté économique et politique qui nous manque. Mais malheureusement, je vous ai entendu parler et vous avez insisté sur les aspects économiques, politiques, certes un peu, mais vous ne donnez pas de solution. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir de cette situation? Et malheureusement, on ne vous entend pas souvent en parler. Donc j'aimerais quelques mots autour de ça pour nous aider à comprendre quelles solutions devrons-nous prendre pour sortir de cette situation. Je viens fraîchement d'un séminaire sur la préparation de 2 lois portant d'une part sur la protection des données en matière numérique et la cybercriminalité. Et en préparant, parce que j'étais censé participer à ce plateau, mais pour des raisons de disponibilité, j'avais décliné, mais je m'étais dit, il y a une phrase qui résonnait tout le temps
en termes de crise. Quand il y a une crise, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Sall, je pense lui ou Chérif Si, les crises annoncent des opportunités. Or, il y a une phrase qui est ultra importante en matière de gestion de crise, c'est une pensée. Lorsqu'on a des moyens, on organise. Mais lorsqu'on n'a pas de moyens ou peu de moyens, on s'organise. À partir de là, le problème d'intellectualité, de compréhension que nous avons par rapport à cette notion, c'est crise de quoi? Et je me suis posé la question, cette crise a un fondement qui suscite d'autres crises. Mais la crise par excellence, c'est la crise de sens. Au sens, comme l'a dit Alioune, de direction, c'est-à-dire fan le nudum, on va où? Le monde va où? Mais aussi de signification. Est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait ce qu'on ignore? Or, le contexte, là où par exemple John aurait raison même de croire, c'est la contextualisation de votre intervention. Je pense que le prétexte pourrait être la Covid. Et sur ce, 3 champs pouvaient suffire pour cerner la question, au moins pour l'aborder de manière substantielle. C'était le champ du droit. C'est pourquoi, parce qu'en fait, on parle d'État. L'État est essentiellement un système d'ordre. Or, avec la Covid, on avait un problème pour instaurer l'ordre public par rapport à l'exercice de liberté publique. La liberté individuelle par rapport à la liberté d'association, la liberté de sortir, de marcher, de se déplacer à sa guise, par rapport à l'ordre public pour sauver un groupe. C'est pourquoi, en dehors de la science juridique, il fallait aborder la question sous l'angle de la science politique. La loi n'est plus l'expression de la volonté générale. La loi doit être, depuis la Covid, parce que même Rousseau s'est trompé, pour moi la loi doit exprimer l'expression de la volonté collective. Parce que la volonté générale exclut, c'est le plus grand nombre, et les autres qui sont dans la minorité. Or, avec la Covid, c'était l'intérêt collectif, c'est-à-dire on gère tout le monde. Une seule exception était un mal. On devait donc, à partir de là, quitter ce qu'on appelle, d'ailleurs ça a été senti, mais on l'a freiné, c'est la rupture vers l'accaparement des biens, mais vers l'accroissement des liens. J'ai l'impression avec la Covid, ça a suscité l'accroissement des liens au détriment de l'accaparement des biens, mais pour le bien de tous. C'est pourquoi il faut aller vers, nous Afrique, nous Sénégal, vers la triple décolonialité. Et quand Decroix parlait du rôle des intellectuels, moi je vous suis. Salif, je vous suis tout le temps, je suis de près ce que vous dites. À l'une pareil, vous le dites depuis 15-20 ans. Il faut la décolonialité de l'État. On n'a pas un État africain, on a un État en Afrique. Or, l'État ne doit pas être du sur-mesure, ça doit être du prêt-à-porter. On doit penser par nous-mêmes, pour nous organiser au niveau sociétal. Ce qui influe vers une autre dynamique, c'est la souveraineté, qui est pluriforme, économique, sanitaire, ainsi de suite. C'est pourquoi, à partir de cette souveraineté, on devient soi-même. Et l'Africain, malheureusement, dans sa globalité, dans son individualité, excelle, mais dans notre globalité, on tend à ne pas être bon. Nos singularités sont extraordinaires, mais nos sommes sont quasiment nulles. C'est pourquoi, pour terminer, il nous faut cet intellectuel organique africain. Et je pensais à Souleymane tout à l'heure, l'idée que nous avions, Doudou Ndoye et nous, Mahmoud Ibra Kane et nous, Sada Kane et nous, Boris Diop et nous, c'est de faire de Dakar le laboratoire scientifique des problèmes africains. À quand alors le cadre africain, comment on l'appelait, Souleymane? Le club africain de Dakar. À quand le club africain de Dakar? Pour aller vers l'intelligibilité des problématiques. Ainsi, pour revenir là-dessus et terminer, on s'est dit que pour aller vite, il faut marcher seul. Mais pour aller loin, il
il faut marcher avec les autres. Et les Africains doivent être ensemble pour gérer leurs problèmes par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Je vous remercie. Je pense que quand on fait face à des chocs exogènes, premièrement, il faut essayer de booster les secteurs porteurs de croissance, que sont l'agriculture, qui est en réalité la priorité numéro 1 du gouvernement. Et je ne comprends toujours pas que depuis juin 2013, le président de la République a donné des directives fermes pour organiser un conseil présidentiel sur l'agriculture et la sécurité alimentaire qui doit nous mener à la croissance et jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. Donc il y a l'agriculture qu'il faut booster, l'élevage, le tourisme qui est la priorité numéro 2 du gouvernement, l'agro-industrie, l'artisanat, de manière à inverser cette tendance justement déficitaire de la balance commerciale. En deuxième proposition aussi, je pense qu'il faut donner au secteur privé toute sa place. Parce que le secteur privé aussi doit être le moteur de la croissance. Dans tous les pays, c'est le secteur privé qui porte la croissance. Bon, ce secteur privé-là, normalement, doit porter la croissance actuellement, parce qu'on est au niveau de la deuxième phase du PSE, 2019-2023. Et il faudrait aussi faire en sorte que les entreprises ne soient pas asphyxiées. Parce qu'il y a beaucoup de taxes qui ont été instituées par l'État. Des lois, des décrets, des redevances. En 2018, il y a eu 6 taxes qui ont été instaurées pour financer les caisses de l'État. Et les pouvoirs publics devraient avoir, je pense, le courage de revenir sur certaines lois pour essayer donc de renverser la tendance. J'ai senti entre nous et vous, nous qui sommes femmes, qui avons soutenu cette période de Covid, qui avons permis au foyer de vivre, de survivre, avec nos petits métiers, avec nos petits commerces, nos petites stratégies, nous qui sommes sur les marchés, nous qui développons l'économie des terroirs, nous qui valorisons le potentiel des communautés, qui valorisons le potentiel des collectivités territoriales. Nous sentons un fossé entre nous et vous, les sachants, qui êtes experts, qui comprenez, qui déclinez les orientations, qui déclinez les politiques. Mais nous qui sommes la vie, je pense que le problème du continent aussi, il faut oser le dire, le problème du Sénégal aussi, c'est qu'il y a une marge entre, justement, ces femmes vaillantes, fortes, travailleuses, ingénieuses et toujours présentes, et ceux-là qui ont eu le temps de finir leurs études, d'être diplômés et de dire des stratégies pour nous, mais qui ne sont pas réellement faites par nous. On ne tient pas compte de cette force qu'est la femme. On ne tient pas compte de ce stratège qu'est cette personne qui est capable de tenir aujourd'hui 62%. C'est ça, c'est l'ONU qui le dit, des services prestés dans le monde sont faits par les femmes. Ce sont les femmes elles-mêmes qui plantent les graines, qui transforment les céréales, qui font vivre les ménages, qui revendent le reste et qui tiennent le commerce sous-régional. Ce sont les femmes qui, en réalité, permettent aux familles de vivre, qui soignent les enfants, qui éduquent les enfants, qui vêtissent les enfants. Ces femmes-là, elles auraient bien aimé, je ne dis pas comprendre, mais pouvoir participer, ce qu'elles ne font pas à cause de cette barrière linguistique dont vous avez parlé, monsieur Si. Cette barrière linguistique qui est importante, non pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce que toujours elles n'ont pas le courage de prendre la parole. Parce que toujours elles n'ont peut-être pas peur, mais elles préfèrent écouter les autres. Il serait important que nous puissions discuter en langue locale le plus souvent. Parce que nous sommes dans un parterre de femmes politiques, de femmes engagées. Nous ne sommes pas dans un parterre de femmes intellectuelles. Il faudrait aussi que nous puissions nous-mêmes accompagner cette frange qui, pour la plupart du temps, je l'ai dit tantôt, définit les stratégies. Les écouter et tenir compte de leurs capacités. De leurs capacités, parce que quand on parle de réseautage, quand on parle de communauté, quand on parle de coalition, ce sont elles qui ont déjà commencé le processus.
Avec leurs tontines, elles tiennent aujourd'hui tous les foyers. Avec leurs tontines, aujourd'hui, elles achètent des terres. Elles sont dans la transformation. Et ce qui m'a le plus bluffé, et ça c'est mon dernier mot, elles sont déjà dans le e-marketing. Il n'y a pas eu de e-learning pour elles, mais elles sont dans le e-marketing. Elles vendent avec leur téléphone portable, elles achètent. Elles sont dans le dropshipping. Et pourtant, elles n'ont pas été à l'école. Ces femmes ont créé entre elles et leurs enfants une sorte de complicité qui leur permet aujourd'hui d'exister en tant que commerçantes, en tant que productrices, en tant que créatrices de richesse. Je voudrais simplement que vous pensiez à nous. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais dire en tout cas tout le plaisir que j'ai eu d'avoir retenu des hommes jusqu'à cette heure-ci, parce que nous savions qu'il était très difficile de les avoir. Mais le plaisir, c'est surtout de savoir, je crois, c'était pas de croire. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est heureux de savoir qu'il y a encore des personnes qui réfléchissent et qui pensent dans ce pays. C'est vrai que les gens sont isolés dans le travail qu'ils sont en train de faire, mais peut-être qu'on a encore besoin de renouer avec ces espaces d'échange, ces espaces d'empoignade. C'est très intéressant d'écouter le Premier ministre. En tout cas, deux courants de pensée qui s'affrontent, c'est magnifique. Et il faudrait le prolonger quelque part entre M. le Premier ministre et M. Salif Sy. C'est des questions de fond qu'ils sont en train de poser. Nous étions là pour réfléchir sur la place de notre pays dans cette crise mondiale, mais surtout pour dire, face aux défis, qu'est-ce qu'il faut faire. La crise, c'est des défis, mais c'est aussi des opportunités. À mon avis, nous ne pouvons pas continuer juste à dire que le Sénégal va continuer à subir, mais cet espace, c'était mettre ensemble des hommes de différents horizons politiques possibles pour dire que ce n'est pas le politique qui nous intéresse ici, mais c'est le pays, le Sénégal, et qu'ensemble, nous devons, en tout cas comme un seul homme, faire face à la menace qui pèse sur nous. Autant il l'a dit, les menaces écologiques. On nous dit que la faille est très loin dans la mer par rapport au Mamel, et nous savons tous que c'est un volcan endormi, que ce n'est pas un volcan éteint. Comme disait Chérif ou Paloma, c'est notre capacité prospective d'anticipation. C'est ça que nous essayons d'interroger de manière critique pour savoir qu'il y a des choses plus importantes aujourd'hui que les quelques places que les gens sont en train des empoignades pour occuper quelques places à la prochaine élection législative. Les enjeux du monde sont beaucoup plus graves que ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et moi, je suis désespérée de voir toutes ces querelles politiciennes face à un avenir qui est incertain pour nous tous. On est en train de nous battre pour ce qui, pour moi, est dérisoire et pas significatif du tout. Bref, ce n'est pas le moment peut-être d'entrer dans des critiques acerbes, mais c'est dire que nous devons interpeller les consciences des uns et des autres par rapport à ce futur. Peut-être qu'ils ne sont pas angoissés, peut-être qu'ils sont... Ça dépend des niveaux de perception. Mais moi, j'ai très peur de ce qui est en train de nous arriver. Donc, au terme de ce processus, je vous remercie tous d'avoir accepté d'être là, mais surtout, c'est les conférenciers, mais c'est surtout tous les intervenants qui, avec générosité, ont partagé leurs idées. Je disais tout à l'heure à Mounirou, il faut qu'on ait son texte. Ibrahima Dia, je l'ai aperçu très tard, mais c'est quelqu'un, c'est une opportunité que j'ai de parler de cet homme. Il m'a aidé à rendre visible le laboratoire genre et recherche scientifique quand je le mettais en place à l'université. Au moment où mon directeur me combattait, et c'est vrai, mais où le recteur Abdou Salam Sall a pris fait de cause, et avec Ibrahima à l'hôtel Savannah, c'est là où on a rendu public cette structure-là, parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Ibrahima nous a aidés. Il est l'artisan du MCA, le Millennium Challenge Account, dans lequel le laboratoire a eu à les accompagner. Mais nous savons ce que c'est que le Sénégal. Merci Ibrahima d'être venu aujourd'hui. Je ne pouvais manquer de dire qui vous êtes. Peu de Sénégalais vous connaissent. Adjointe au maire de la commune de Ouakam, qui va remettre le trophée à M. Abdoul Mbaye. Monsieur le Premier ministre, avec tous nos respects, prenez. Voilà.
autorités administratives, délégués, délégataires du pouvoir public, nous devons peut-être animer tout ce qui est activité de développement dans ce pays. Et cette activité ne peut pas être faite sans les femmes. Les femmes étant du début à la fin de tout développement, c'est heureux qu'au Sénégal, que les femmes leaders puissent quand même comprendre qu'effectivement, si elles ne se battent pas, le train va leur rester sur le chemin. C'est heureux qu'au Sénégal, des initiatives sont prises par les femmes. Mais un seul conseil, c'est bien de se positionner sur le leadership politique, c'est bien de se positionner sur le leadership intellectuel, mais il est aussi bien de se positionner sur les centres de décision. Et c'est là vraiment tout le défi qu'il faut aujourd'hui saluer. En mon nom, je pense que ce trophée qui nous a été remis, c'est au nom du chef de l'État qu'on le dédie, au nom du ministre de l'Intérieur qu'on le dédie et à tous les membres du commandement territorial. C'est plutôt pour nous une émulation et aujourd'hui qui va nous pousser dans le développement à renforcer encore notre engagement auprès des femmes. C'est pour nous aussi à inciter les autres à travailler davantage pour renforcer quand même la présence des femmes dans les instances de décision. En ces mots, je vous remercie du fond du cœur de l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui pour en tout cas, à côté de mon adjoint, pour en tout cas honorer l'administration sénégalaise en général et surtout le commandement territorial en particulier. Je vous remercie. Il est rare que je reste jusqu'à minuit à une manifestation, mais je n'ai pas senti le temps passer. D'abord par la qualité des interventions autour du thème qui avait été retenu par le caucus des femmes leaders, mais également par l'aspect convivial, sympathique de cette cérémonie, et qui s'est achevée avec des remises de prix à des hommes que ces vaillantes femmes considèrent comme des personnes qui les ont aidées dans leur effort visant à promouvoir les femmes en matière de politique, promouvoir le rôle des femmes et leur présence dans les partis politiques, promouvoir le rôle des femmes dans l'espace politique, car, et c'est mon opinion, je crois d'ailleurs que c'est à cause de ça que j'ai été décoré. Je pense que notre pays a besoin de voir le renouvellement de sa classe politique parce qu'il est indispensable au Sénégal que la politique évolue vers autre chose, qu'il y ait davantage de préoccupations accordées aux intérêts des populations, plutôt que disons, ces objectifs permanents que l'on retrouve malheureusement dans une politique dominée par les hommes, qui sont des objectifs personnels, crypto-personnels, où on cherche plutôt le dadadia, pour reprendre un terme wolof chez nous, où on cherche même parfois malheureusement simplement l'enrichissement aux dépens du bien-être des populations. Et puisqu'il y a urgence en la matière, même si moi je m'engage en politique pour essayer de changer la manière de faire la politique, notre conception de la politique, je crois qu'il est particulièrement urgent de passer par un changement des acteurs politiques. Et puisque ce sont les hommes qui jusqu'à présent ont été les responsables de cette mauvaise manière de mettre en œuvre la politique, je crois qu'il est indispensable aujourd'hui dans notre pays de faire une plus large place aux femmes. Et à ce moment-là, on pourra aller vers un Sénégal dont les dirigeants, parce qu'ils seront devenus des femmes, se soucieront d'abord d'un progrès économique, social, environnemental au bénéfice de tous. Et je crois que d'ailleurs, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas d'autre voie, il faut également accepter que c'est probablement la meilleure des voies, parce que les femmes ont montré que, en général, elles se soucient davantage
des problèmes vécus par la communauté, par leurs enfants, par leurs époux, par le monde qui se crée autour d'elles. On est dans un monde dominé par les hommes, mais ce sont les femmes qui le tiennent et il faut leur donner la place qu'elles méritent. J'ai été invité par l'association des femmes Focus pour la parité, quand même, qui ont eu à m'inviter pour m'honorer parmi les personnes qui sont mieux distinguées, pour en tout cas aider la parité à être une réalité. C'est l'occasion pour moi de les féliciter et de les remercier du fond du cœur pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Mais ce trophée qu'on m'a remis est plutôt pour moi une émulation qui va me pousser davantage à soutenir les femmes. Parce que je ne m'y attendais pas vraiment, parce que je ne faisais que mon travail. Mais ça va me pousser à soutenir davantage les femmes et surtout à demander quand même que leur place, comme leur soit quand même vraiment remise. À ce niveau-là, je pense que c'est un trophée, comme je l'ai dit, que j'ai dédié à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Dione, et à tous les membres de ma territoriale. Parce qu'au-delà de ma personne, c'est toute l'administration sénégalaise qui est honorée. Et vraiment, au nom de l'administration, je les en remercie. Donc vraiment, ce sont ces mots que je voulais placer, en tout cas, pour remercier l'ensemble des femmes. Mais la présidente Mme Awa Ndiaye, le professeur Fatou Sow Sarr, et toutes les femmes qui ont pensé, en tout cas, que j'ai essayé de faire ce que je devais faire pour mériter ce trophée. Le trophée bi may am dama fi teew mooy vraiment ci sargal bi ñuy sargal góor ñi nga xamante dañ jàppale jigéen ñi ci parité bi. te mu dëpp ak élection yi nga xamante ni jot na fi am xaw ma woon sax que ne ràññee nañ ma ci loolu parce que man mi doon def sama liggéey di ko def ci loi bi dama yaakaaroon que ne rek loolu am na solo loolu moo tax léegi ma leen di remercier di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla defal sutura di leen remercier tamit ci loolu di leen xamal que ne lii ñu def quand même duma lañ ko defal président lañ ko defal ministre lañ ko defal administration lañ ko defal trophée bi dama koy dédié sama adjoint ak sama personnel yëpp ak sama tous mes collaborateurs pour avoir en tout cas eu à penser à eux parce que man à travers sama personne dama xam ne administration bi yëpp la ñu félicité donc maa leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ouais, mais la présence ici, c'était pour venir prendre un prix, comme vous le voyez, un prix qui m'a été donné par le caucus de la femme. Donc c'est pour encourager l'implication des femmes à la politique, ce qui est conforme à notre ligne politique. Ils ont été particulièrement frappés par le fait que nous avons un bureau paritaire dans nos instances et c'est des membres qui sont élus. Et je pense que c'est une forme de reconnaissance de la femme, de son rôle dans la société. Nous les félicitons, nous les encourageons. Nous pensons que l'option qu'elles ont prise est la bonne et nous les poussons à aller de l'avant. Ñun sunu teewaay fii tey dafa am benn mbootaayu jigéen ñi ñoo xam ne seen liggéey mooy suuxat yëngu-yëngu jigéen ñi ci wàllu politique. Bi ñu gisee nag ñun ñu sawar ci lool ñu seet suñu seen liggéey seetlu aussi taxawaay bi ñu taxaw ba nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi ci sunu parti ñoo yem ci kuréel yëpp loolu la ñu jël mu nekk lu ñu rafetlu ba jox ñu ci raaya bi pour encourager ñu ñun tam sunu côté ñu ngi leen di encourager ci ñoom liggéey bi ñuy def nii. waaw tey dañu ñëwoon dajale fi jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci programme WPP. Programme bi ñu bari xam nañ ko parce que pendant juillet ba décembre ñu ngi doon def ay plateau tous les mardis ci 2STV mu amoon pause léegi nag ñu recommencé waat bi ñu recommencé ñu ubbee nag ci waxtaan boo xam ne lu soxal Sénégal mooy crise bi nga xam ne tey moo lëmbale àddina bi ñu bëgg ba suñu jigéen ñi puisque ñoom dañuy def politique dañu war a xam lépp lu jëm ci biir réew mi mais kuy def politique da nga war a xam tamit ne Sénégal mi ngi ci biir un système international te jigéen ñi dañu war a tamit xariñ ci yu mel noonu di ko waxtaane ñu woo fi ñoo xam ne seen xam-xam def si màcc macha allah ñi fi ñëwoon ay borom xam-xam ñoo fi fees ñi nga xam ne ay universitaire lañu ñi ngi ci société civile bi ñenn ci parti politique yi. waxtaan bi tamit bi nga xamee ne crise mondiale bi ak li xew Ukraine lañ doon xool ëllëgum Sénégal naka lañ koy mën di ko déggoo parce que crise boo gis xëy na jafe-jafe am na ci mais xëy na bunt tamit mën na ci am. pour Sénégal mën a régler ay yenn problème yi mu jànkuwanteel biñ ci paree tamit ñu décorer ñi nga xam ni ñoo ñu gunge woon ci ba ñu commencé boobu ba léegi ñi ñu gunge nag acteurs politiques yi ñu ngi si
ku ci mel na Boubacar Camara ñoom bi ñu ko seetijee def plaidoyer bi dafa jël def bureau paritaire immédiatement bañ fa jógee loolu muy résultat wu discussion bi ñu amoon ak moom. bañ fa jógee tamit yeneen leaders yi am na ñoo xam dañu accepter ñëw ci plateau 2S pour porter plaidoyer 10% bi ñu waxoon président Abdoul Mbaye bi fi teew tey moom tam mu bokkoon ci ñi nga xam ni décoré nañ leen. tamit ci affaire administration bi ku mel na professeur Djibril Diallo ñu koy wax Jacques Bowen nga xam dafa téye lu baax moom ci bi ñu doon def installé bureau yi bureau bu mu installé fexe na ba parité ba ñu respecté ko moo tax à travers lui ñu doon sargal toute l'administration. médias yi tamit muy ñaar ñi nga xam ne vraiment ñoo ci jàppoon muy 2STV ñu décoré El Hadj Ndiaye et madame Ndiaye parce que Mariam engagement parce que yoruñu alal bu toll li nga xam ni mooy fay ñoom liñ ñuy defal mais nangul nañ ñu ko Sud FM tamit ak Baye Omar Gueye noonu la donc loolu moo tax ñu jël leen am nañu ñeneen ñu décoré ci société civile bi ku mel na Moundiaye Cissé dafa ñu jàppale woon bi ñu doon def marche bi le 24 janvier ñu bëggoon woon rek leader politique yi ni leen képp ku jàpp ci caucus bi ñun tamit bu jotee rek dañ lay delloo njukkal donc tey ñaari objectif yooyu la ñu amoon atteindre nañ ko Boubacar Camara dafa bàyyi liggéeyam ndax beneen la nekkatunu mais daf ko jaral mu ñëw tey nar xëy suba delluwaat kon li mu ñu defal mu rëy trop si ñun moo tax gis ngeen bi ñu paree ñu woo salle bi yëpp ñëpp ñëw delloo ko njukkal muy daal soirée boo xam ne bu am maanaa la bu ñu paree tam lépp liñ fi wax daañ ko tënk ci téere partage ko ak sénégalais yi. Aujourd'hui, nous étions ici au Radisson pour une soirée qui avait un double objectif, de discuter sur la question de la crise mondiale, les enjeux et les défis auxquels le Sénégal doit faire face. Parce que nous travaillons ça dans le cadre du coaching que nous faisons avec les femmes politiques. Nous estimons qu'elles doivent aussi être au courant de ce qui se passe dans l'espace au niveau national, mais aussi international. Et nous avons eu la chance d'avoir des conférenciers de qualité comme le docteur Chérif Salif Sy qui a modéré, avec Alioune Sall du Parlement, directeur de l'Institut futur africain en Afrique du Sud, et Souleymane Atsou Diagne, enseignant à l'Université de Bambey. Donc nous avons eu aussi parmi les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les intellectuels universitaires qui étaient là venus et qui ont participé à relever le débat. Et nous en sortirons un rapport qui sera partagé avec l'ensemble des Sénégalais parce que ce qui s'est dit ici est extrêmement important. Et cette soirée s'est terminée par la remise de trophées à des personnes qui nous ont accompagnés, comme le président de Tabar, Djengo Tabar, c'est Boubacar Camara. Et quand on l'a rencontré dans le cadre du plaidoyer, il a tout de suite mis en place un bureau paritaire. Ensuite, nous avons des hommes qui ont accepté de porter le plaidoyer de 10%, comme le président Abdoul Mbaye, qui était là. Il l'avait porté avec Modou Diagne Fada et Habib Sy. Nous avons aussi Jacques Bowen, donc Djibril Diallo, sous-préfet du Plateau, qui a montré vraiment une vigilance et un engagement lors de l'installation du bureau municipaux pour que la parité soit respectée. À travers lui, c'est toute l'administration qui respecte la loi, qui respecte la République, les lois de la République que nous voulons magnifier. Nous avons les médias comme Sud FM et 2STV qui nous ont accompagnés tout au long du processus. Nos moyens n'étaient pas si importants, mais c'est leur engagement, l'engagement d'une femme comme Madame Ndiaye. C'est pourquoi nous lui avons remis un trophée à elle et à son mari. Parce que El Hadj Ndiaye, en 2020, quand nous avons commencé le processus, s'était engagé et il a tenu sa parole de la même manière que Sud FM. Donc c'est une soirée qui s'est terminée de la plus belle manière, surtout avec Boubacar Camara, dont l'engagement vraiment nous va droit au cœur. Parce qu'il a quitté Cotonou hier pour repartir demain, rien que pour honorer cette activité-là. Et donc, nous vous remercions, vous les journalistes, nous vous avons retenu toute une soirée. En tout cas, merci à tout le monde.